Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carter et Piston, émission numéro 14. Alors pour cette émission, je me trouve dans un endroit un peu particulier, je me trouve dans un garage, le garage d'un sorcier chez Hot Rod Shopper. Alors en fait, je me trouve chez Sébastien. Salut Seb. Salut Thierry, tu vas bien? Ouais, je vais très bien, merci. On va faire toute cette émission chez toi, tu vas nous faire découvrir évidemment ton univers, tu vas nous faire découvrir tes créations et en fait un petit peu ta folie aussi, parce qu'il y a quand même des engins qui sont un peu complètement dingues. Avant de découvrir tout ça, je vous propose de voir ensemble le sommaire de cette émission. On la croyait disparue à tout jamais, mais la Kawasaki W800 renaît de ses cendres. Toujours chez Kawasaki, mais cette fois on va un peu plus dans le manga, avec la Z400. Grande année chez Honda, 70 années d'existence, 50 ans pour la CB750, mais que deviennent les CB? Elles ont décidé de faire parler d'elles, oui, les femmes. Elles sont de plus en plus motardes et elles le revendiquent. On découvre le WR, un mouvement qui veut leur donner toute la reconnaissance qu'elles méritent. Le trial, vous savez que j'aime ça, et encore plus sur d'anciennes machines. Mais comment se passe un trial à l'ancienne? Enfin, on découvrira le gagnant du concours laser du mois dernier. BMW Concept, les spécialistes américains de la customisation Revival Cycle Motorcycle ont présenté un concept appelé Revival Birdcage. Derrière cette œuvre en métal se cache un nouveau teasing de la part du constructeur qui pourrait peut-être annoncer l'arrivée d'un nouveau Cruiser chez BMW. On se rappelle du concept Cruiser dont la machine avait été l'héroïne d'un film de James Bond, la 1200C. Il n'est pas du tout impossible que BMW revienne sur le concept du Cruiser pour concurrencer par exemple la Ducati Diavel. Honda s'est toujours démarqué aussi dans le motocross avec ses célèbres motos, les CR. Eh bien, sachez que maintenant, il existe une CR électrique. Elle existe et elle roule. Elle a fait son apparition dans le cadre d'une épreuve japonaise, malheureusement sous la pluie, mais le pilote n'a pas été électrocuté. Et pour ses premiers tours de roue, en fait, il détermine que la moto est confortable, facile à piloter. Et on verra s'il y a une production qui se met en route un de ces jours sur une fameuse CR électrique. Akira. Moi, sincèrement, Akira, ça ne me disait mais rien du tout. Beaucoup d'entre vous se souviendront peut-être du célèbre manga Akira, à partir duquel un film avait été tourné en 88. Une bande dessinée qui se déroule dans un Tokyo et qui s'est réveillée après une apocalypse avec différents personnages hauts en couleur. Au Japon, certains ont voulu rendre hommage à l'opus et en produisant une moto utilisée par le héros Akira. Un deux roues très bas avec un aspect très aérodynamique. Moto produite dans le rouge de la bande dessinée, une copie parfaite de la moto qui roule. Alors je ne crois pas qu'on en fera jamais une grande série, moi ça me laisse relativement froid, mais c'est une info qui valait la peine d'être découverte parce que la moto est quand même assez saisissante. Livewire, c'est en fait l'appellation de la nouvelle Harley électrique qui défraye un peu la chronique. Les commandes sont ouvertes chez Harley. Si vous voulez vous commander une de ces machines, vous pouvez évidemment goûter à la moto du futur. Depuis le 15 avril, les commandes européennes sont possibles et la moto sera livrée normalement à l'automne. Donc 34 000 €, je le rappelle, pour cette petite merveille. Donc 225 km d'autonomie annoncée et une charge complète à 100% en 1 heure. On se réjouit d'essayer la machine et on se réjouit de voir évidemment ce que ça donne sur la route. À tous les fans éplorés de la CBX 1000 6 cylindres et de son fantastique moteur, un message d'espoir. Honda vient de déposer des brevets d'une néo-rétro animée par, devinez quoi, eh ben, un nouveau 6 cylindres. Cette moto est évidemment mythique, elle a fait rêver bon nombre d'entre nous et pour le moment l'étude des brevets sont continuellement déposées par les marques et surtout par Honda évidemment qui a déposé une sorte de café racer néo-rétro avec évidemment ce beau moteur 6 cylindres en ligne. On espère évidemment revenir sur les routes la sublimissime CBX 1000 d'antan, croisons les doigts. Un designer russe, Igor Shak, remet au goût du jour la mythique Honda Super 90 avec un concept tout électrique et plutôt futuriste. Si votre date de naissance se situe entre les années 60 et 70, vous avez sans doute connu la première Honda Super 90.
Cette moto de 90 cm3 aux tubulures d'acier refait surface sous l'impulsion de ce designer avec en fait une S90 très futuriste au design très épuré et qui affiche évidemment des performances actuelles avec une motorisation électrique. Ce concept est équipé de 2 moteurs disposés dans chacune des roues et capable de développer plus de 100 chevaux. On est évidemment bien loin de la puissance du S90 original. Les freins sont électromagnétiques et il n'est pas impossible que cette moto puisse un jour faire partie d'une petite série, en tout cas pas par le constructeur, mais par peut-être une initiative privée. Je ne sais pas s'il faut espérer voir ces motos sur la route, mais ça fera probablement partie du futur et des choses qu'on croisera sur nos routes d'ici quelques années. Bon Sébastien, on va découvrir ton univers, mais avant j'aimerais bien savoir comment tout ça a commencé. Ok, ça remonte à loin et tout a commencé avec l'achat de ma première moto. Oui. Comment dire, un rêve d'adolescent qui s'est matérialisé quand j'ai acheté mon premier Sportster. D'accord. Donc un 883 ? C'est ça, un 883 de 1999. Ça remonte ? Ça remonte, ouais. Ça fait quelques années qu'on est sur la route. Et donc voilà, c'est du bricolage de fil en aiguille et un grand voyage aux États-Unis. C'était pas du tout ton projet de vie en fait. Tu as quoi comme formation toi ? Moi je suis chimiste, biochimiste. Rien à voir avec la transformation de bécane. Rien à voir du tout, non. Et donc en fait ce virus t'a piqué, tu as eu ta 883 et puis je crois que tu es parti faire vraiment un grand voyage. C'est ça, je suis parti aux États-Unis avec mon sac à dos et ma moto sur un bateau. D'accord. Et puis voilà, c'était une espèce de road trip. Initiatique pratiquement. Ouais, c'est ça, initiatique, complètement sauvage, plein d'imprévus, de découvertes. D'accord. T'es parti combien de temps ? Je suis parti 4 mois et demi. Ah ouais, quand même. 4 mois et demi. Combien de kilomètres ? Presque 40 000 kilomètres. Pas mal. C'était vraiment chouette. Et donc là, durant mon voyage, j'ai un petit peu fait le tour des grandes villes de la côte Est et de la région des Grands Lacs, à la frontière du Canada. D'accord. En passant par les chutes du Niagara, etc. Et puis je suis parti tambour battant sur la route 66. En partant quoi ? De Chicago, vraiment l'original quoi ? Ouais, c'est ça, de Chicago, du tout début de la route. Ah oui. Oui, il y a un endroit en ville, hein, je crois. C'est ça, ouais. Juste sur les rives du lac Michigan. Ouais. Et là où ça démarre, il y a un panneau d'ailleurs qui dit ici démarre la route 66. Ah oui, d'accord. Et de là, bon après c'est un jeu de piste parce que c'est vraiment. Oui, elle n'existe plus vraiment en fait. Il y a encore quelques morceaux qui rappellent cette grande époque, mais sinon il y a des morceaux qui sont même plus utilisés en fait. Il y a plein de morceaux qui sont plus utilisés, ouais, parce qu'en fait la route 66 suivant les époques, elle a été modifiée, elle a contourné des villes, etc. Donc, je veux dire, même en faisant le voyage plusieurs fois, il y a moyen de le faire de plusieurs fois de redécouvrir des endroits qu'on n'a pas encore visités. Et donc, bon, après ça a été quoi, une sorte de révélation, ce voyage-là ? C'est ça, ouais. Moi je me souviendrai toujours, c'était quand j'ai récupéré ma moto sur le port de New York et que je suis parti avec ma soeur comme passager au premier péage. Donc j'avais payé, puis j'étais reparti du péage pour pas bloquer la circulation avec ma monnaie en main. Et je me suis arrêté un peu plus loin sur la bande de pneus crevés pour pouvoir ranger mes affaires, remettre mes gants, etc. Et pendant que j'étais sur la bande de pneus crevés, il y a 2 choppers de la mort qui sont arrivés à ma hauteur. Ta moto, elle n'était pas transformée à l'époque, c'était un 883 plus ou moins d'origine. Non, ça c'était pas un 883, c'était un Softail. Ah, c'était un Softail. Un Softail standard, centième anniversaire, 1450. Ouais. Elle n'était pas trop modifiée, non, j'avais un peu chipoté, j'avais mis un guidon, des échappements et 2-3 bricoles. Et là, ces 2 motards se sont arrêtés pour me demander si j'avais un problème. Ouais, c'était vraiment, vraiment chouette. Et ça, c'est une image forte qui reste dans ma mémoire. C'était vraiment impressionnant. En plus, c'était vraiment comme si un plan qui sortait du film Easy Rider. Ah oui, carrément. Mais vraiment 2 choppers. Longue fourche. Longue fourche. Un qui était
c'est pour pas faire cliché, hein, qui était peint avec les couleurs du drapeau américain. Ah oui, comme la Captain America du film. Comme la Captain America. Et l'autre chopper, elle était flammée, je me souviens plus très bien de la couleur. Mais le mec qui roulait dessus, il ressemblait à... Comment le chanteur? Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, voilà. Et donc de fil en aiguille, tu as un peu changé ton itinéraire et tu es arrivé à Sturgis. C'est ça, ouais. Que tu ne connaissais pas du tout. Que je connaissais pas du tout, j'avais même jamais entendu parler. Et là, tu as découvert un univers complètement dingue. Complètement dingue, ouais. Ça c'est vraiment le cas de le dire, où toutes les motos sont modifiées. Ouais. Et la plupart sont des pièces artisanales de passionnés vraiment... Je veux dire, il y a les grands... Le gros avantage aux États-Unis, c'est que pratiquement, on peut rouler avec n'importe quoi. Ouais, on peut rouler avec n'importe quoi. On peut rouler avec n'importe quoi. C'est beaucoup moins réglementé. Ouais. Et c'est, comme toujours chez eux, c'est laissé à l'appréciation du propriétaire. Du propriétaire et de la personne qui représente l'ordre. Ah oui, d'accord. Donc, oui. plutôt à la police, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, bon, tu as découvert tout cet univers-là, tu es rentré, et tu t'es dit, ça c'est mon trip, quoi. Exactement. Et je me suis dit en fait que je voulais me faire une moto comme ça, un chopper néo-rétro, un peu frisco avec une longue fourche, mais pas trop longue, pas du suédois, mais un peu entre les deux. Et donc tu t'es mis au boulot. Et donc je me suis mis au boulot. Sans pratiquement avoir vraiment des connaissances. C'est ça, sans connaissance. Tu savais pas souder? Je savais pas souder, non. Tu savais pas très bien ce qu'il fallait faire pour garder le bon équilibre d'une bécane, comment ça doit se passer, et tu t'es lancé dans l'aventure en fait. Ouais, je me suis dit, en voyant tellement de machines comme ça, de tellement de gens différents qui les avaient construits eux-mêmes, avec lesquels j'ai discuté et tout, je me suis dit que tout était finalement possible à tout le monde. Quoi. Ouais, évidemment. Avec du travail Et donc tu as réalisé ta première moto? Et donc j'ai réalisé ma première moto, alors pas tout à fait tout seul. J'ai eu quand même l'aide de Charles Grégoire, le Baron Rouge. Oui, d'accord. Qui habite dans les Ardennes. Qui habite dans les Ardennes, tout près de chez Kruger, et qui a réalisé le premier châssis que j'avais dessiné. D'accord. Pour cette machine-là. Après, j'ai eu le support technique aussi de Jackie Moto, de American Chopper à Bruxelles. D'accord. Qui m'a vraiment beaucoup appris. Et puis, pour le reste, je suis parti en roue libre. D'accord. Et puis alors, bon, comment t'es-tu fait connaître en fait? Je me suis fait connaître un peu malgré moi, parce que moi je cherche pas la reconnaissance. Ouais. T'es un gars discret. Ouais. Pourtant, on te voit quand même dans pas mal de salons, les bikers classiques par exemple, hein, où on t'y voit évidemment chaque année, mais aussi dans pas mal d'autres endroits. On t'a vu à Mété, au Bikersland, on t'a vu au salon à Bruxelles, donc tu commences quand même à avoir une certaine notoriété dans le monde de la préparation ici en Belgique. Ouais, je sais pas si c'est de la notoriété, mais en tout cas j'ai envie de montrer mon travail parce que, bon, à la base c'était pas du tout mon plan de carrière. Quand mon fils est né, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose plutôt pour lui, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est de rouler sur des machines extrêmes, j'aime bien. Mais je veux dire, j'avais pas envie d'en faire nécessairement mon métier. Ouais, là, tout ça, j'ai construit pour lui, vraiment. Ouais, ça, pour lui laisser quelque chose plus tard, si jamais il a envie d'en faire quelque chose. Ouais, tout à fait. Son appréciation. Évidemment, ça c'est toujours la suite qui le dit. Donc, évidemment, tu es un peu touché par tout ce qui est un peu néo-rétro, tu aimes quand même bien un petit peu de te replonger quelques années en arrière dans des époques qu'on n'a plus la possibilité de connaître maintenant, avec des espaces de liberté qui diminuent un petit peu. Je voudrais te faire découvrir une bécane qui est en fait une Kawasaki. D'accord, la Kawasaki W800. Alors en fait, c'est une moto qui est l'héritière de pratiquement une des premières Kawa. Kawa avait fait la W1 à 650 cm3 dans les années 60, un bicylindre vertical complètement copié des BSA à l'époque. Et cette moto est devenue la W650, puis la W800, et elle a été arrêtée il y a 2 ou 3 ans, je crois, parce que les nouvelles normes Euro ne permettaient pas de mettre le moteur aux normes. Et puis Kawa s'est dit, c'est un peu con quand même d'avoir une telle moto qui est en fait un trait d'union avec notre histoire, parce que l'histoire Kawa, c'est la Z900, c'est tous les 3 cylindres de temps qui ont vraiment un peu révolutionné aussi la moto sportive, mais cette W800 fait aussi partie de l'histoire, et je te propose de la découvrir. On va en Espagne découvrir la W800. Kawasaki W800, la nouvelle Kawasaki W800. Alors,
je suis dans un endroit ici un peu particulier parce que malheureusement nous sommes en Espagne et pour une fois il pleut. Donc on s'est mis un peu à l'abri pour la présentation de cette moto. Je pourrais mettre un couvercle sur cet essai qui serait le retour aux fondamentaux. Pourquoi? D'abord je voudrais vous parler de quelque chose, je voudrais vous parler de ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un petit catalogue, mais c'est un petit catalogue en fait du musée de l'importateur suisse, du musée Kawasaki de l'importateur suisse. Il faut savoir qu'en fait cet importateur était le premier importateur d'Europe. Et depuis le milieu des années 60, il a évidemment importé tous les modèles Kawasaki et il en a gardé chaque premier modèle reçu. Il en a fait un musée qui est extraordinaire. Si un jour vous passez dans le coin, vous verrez l'adresse ici en dessous, vous passez dans le coin, vous devez aller voir parce que ces motos sont neuves, elles ont toutes 0 km. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que d'abord c'est un endroit assez extraordinaire à voir. C'est quelque chose qu'il faut découvrir un jour dans sa vie parce que ceci est quand même exceptionnel de voir des machines qui ont 0 km et qui sont des légendes. On parle évidemment de toute la saga des deux temps, on parle évidemment de toute la série des Kawa Z, Z900, Z1000. Alors je vous en parle également parce que nous avons aussi dans ce catalogue quelque chose d'assez extraordinaire qui est en fait la W1, machine très peu connue, qui est en fait l'ancêtre des W800. Modèle bicylindre vertical qui était rageusement copié des BSA de l'époque et qui a fini par engendrer cette suite de motos. Alors, retour aux fondamentaux, pourquoi? Parce qu'en fait, nous voilà sur une moto qu'on croyait disparue, puisqu'en 2016, Kawasaki annonçait la fin de la W800 parce que cette moto, pour eux, était incompatible avec les nouvelles normes Euro. Après réflexion, ils se sont dit c'est un peu ridicule de laisser partir cette légende, de laisser partir ce chaînon manquant entre l'histoire de Kawasaki et sa production actuelle. Et donc ils ont relancé la W800 qui maintenant est aux normes Euro 4 et déjà préparée pour la norme Euro 5. Alors elle existe en deux versions. Vous avez une version street, grand guidon, finition noir mat, et vous avez une version café racer qui elle est avec guidon moustache, petite bulle, et celle semi-monoplace. Il n'y a pas grand-chose de changé en fait sur ces motos. 48 chevaux, accessible au permis A2, on a évidemment de l'ABS. Par contre, retour aux fondamentaux parce qu'en fait, électronique, zéro. Pas d'anti-patinage, pas d'anti-wheeling, pas de sélection de mode de conduite. On n'a même pas une jauge à essence. On revient à l'essentiel. Alors on est allé faire un galop d'essai humide avec ces motos. On a eu la chance quand même de rouler un peu sur le sec avant et de voir un petit peu ce qu'elles avaient dans le ventre. Moi j'ai trouvé ces motos agréables à tous les points de vue. Le premier, on a une position de conduite ici qui est très très droite, qui est très balade. On est avec un guidon peut-être pour moi un peu trop large, mais qui en fait invite juste à une chose, à se promener. La moto a une partie cycle qui suit, on a un seul disque, d'accord, mais c'est largement suffisant. À partir de 120-130 km/h, on a une pression du vent qui fait qu'on n'a pas envie d'aller beaucoup plus vite. Et donc voilà, c'est une belle moto qui est faite pour se balader. Ici, on a quelque chose d'un peu plus stylé. On a un rappel, évidemment, de ce qui s'est passé sur la plupart des motos dans les années 60, c'est-à-dire ces deux inserts caoutchouc qui viennent sur le réservoir, sur lequel venaient se serrer les genoux. On a une petite bulle très petite, très compacte. Et on a un choix coloris qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça, c'est toujours évidemment discutable. Alors, à l'usage, ces deux motos ont un comportement relativement similaire. J'ai un peu plus apprécié celle-ci, même si elle a une position de conduite un peu plus fatigante parce qu'on est un peu sur les poignets, mais on a un meilleur retour de formation du train avant. Ce n'est pas des motos de course, on est bien d'accord. C'est des motos avec du style, du caractère, et on roule à l'ancienne, avec le peu de technologie qu'on peut embarquer maintenant et qui est obligatoire, évidemment, pour l'homologation d'une moto en Europe, c'est-à-dire l'ABS. Alors, retour aux fondamentaux, oui, parce qu'en fait, je crois que Kawasaki avait besoin de ce lien, en fait, entre cette grand-mère, la W1, qui est toujours visible dans le musée là-bas en Suisse, et la suite de l'histoire. Alors, ça va intéresser qui? Ça va intéresser ceux qui, en fait, n'ont pas trop besoin de performance. Ça va intéresser ceux qui ont peut-être envie de rouler un peu différent et de ne pas se retrouver sur les productions de cette gamme-ci. Je pense par exemple, on peut aller vers une Triumph Bonneville Tessan. On peut, pourquoi pas, aller sur la
Husqvarna 701 dont on a parlé dans un dernier numéro. C'est des motos atypiques, des motos qui sortent des lignes habituelles et avec lesquelles on a du plaisir de rouler, point c'est tout. Alors, bon, ce n'est pas des motos qui sont faites pour le voyage quand elles sont livrées comme ceci. Il y a toujours moyen de mettre un port-bagages sur l'une ou l'autre et de partir quand même en vacances. Une moto, c'est aussi fait pour ça. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous pensez des finitions, je ne sais pas ce que vous pensez des couleurs. J'aime beaucoup ce moteur noir, j'aime beaucoup sur celle-ci, ces jantes noires, sa petite tête de fourche. Et c'est des motos qui vont être disponibles en concession maintenant, avec celle-ci qui sera chez nous à 9 999 € et celle-ci qui sera à 10 590 €. Alors on est un peu dans le prix de l'exclusivité, on est dans une gamme de prix relativement haute, mais sur des machines qui sont éprouvées, qui ont déjà un passé et qui en fait ne peuvent faire qu'une chose, c'est rouler longtemps. Parce qu'en fait l'ensemble des pièces, l'ensemble des composants de cette moto sont des choses qui ont été essayées, éprouvées depuis longtemps. Donc voilà, une moto un peu atypique, une moto qui sort un peu de l'ordinaire et qui est très old school. Alors, est-ce qu'elle s'adresse plutôt à des gars qui ont la couleur de ma barbe ou à des petits jeunes? Il faut savoir que cette moto est accessible au permis A2 et donc elle pourra ravir pas mal de gens pendant pas mal d'années parce qu'en fait, il suffit de l'acquérir au moment où on passe son permis A2 et à partir de ce moment-là, vous pouvez l'utiliser toute votre vie. Allez essayer cette 800. Bon, étonnante cette W800, tu vois qu'elle existe en deux versions. Moi, la Café Racer me plaisait un peu mieux, mais chouette petite bécane pour s'amuser. On va continuer ton histoire. Donc, tu as mis ton affaire en route, et puis tu as eu quelques clients quand même qui sont venus, qui t'ont fait confiance. Ouais, en fait, le début de l'aventure de Hot Rod Chopper, c'est ça. Comment expliquer ? À l'époque, mon épouse avait décidé de mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses pour s'occuper de mon fils. Et donc, il fallait un peu arrondir les fins de mois. Donc, je me suis mis une petite annonce sur Internet pour l'entretien et la réparation de Harley, ici dans la région, alors que rien n'existait. D'accord. Et ça a démarré comme ça, un client, une réparation de carbu, un truc. Mais à chaque fois, moi, j'allais avec mon sac à dos, quelques outils, ma moto. Ah oui, tu faisais du dépannage sur place. C'est ça, voilà. Je faisais du dépannage sur place. Quand j'arrivais pas, je reprenais les pièces. Je rentrais chez moi, je bricolais dans la buanderie. À force d'aller à gauche, à droite avec ma moto, ça a créé, j'imagine, Ouais, des gens qui se sont dit, tiens, écoute, sa bécane, c'est quand même pas mal. Moi, je ferais bien quelque chose avec la mienne, quoi. C'est ça, voilà. Et donc, et ça, c'était en quelle année à peu près? Début des années 2000, quoi, entre 2005 et 2008. D'accord. Donc ça fait une petite quinzaine d'années que tu as amorcé ce mouvement-là. On est 15 ans plus tard. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il a une Harley, il vient chez toi, et c'est vraiment à la carte. C'est à la carte, ouais. Alors, soit il a une Harley, il vient chez moi parce qu'il a envie de la transformer et que les possibilités de customisation en catalogue ne répondent pas à ses besoins. Ouais. Alors à ce moment-là, moi je prends le relais et je fabrique tout ce qui n'existe pas mais qui comble le vide. Entre le catalogue officiel et le délire du propriétaire. C'est ça, voilà, exactement. Ou alors, ce que je fais aussi, c'est construire des motos à la carte, sur mesure, de A à Z. Ah oui, d'accord. Homologuées, etc. Ça, c'est beaucoup plus onéreux, mais ça permet, dans le temps, en cas de passage de contrôle technique ou autre, d'avoir une moto complètement en ordre. D'accord, donc ça veut dire qu'un chopper que tu fabriques de A à Z est homologué et peut rouler sur la route? C'est ça. D'accord. Donc tu as quoi? J'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai... Ouais. Et donc tu as une certification de constructeur? Comment ça fonctionne? Alors, c'est un peu compliqué parce que pour avoir une certification de constructeur en Belgique, il faut faire des petites séries. Oui. Ce qui n'est pas ton cas. Ce qui n'est pas mon unique. C'est ça, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que je fabrique la moto et toutes les pièces dont j'ai besoin. Ensuite, chaque pièce passe au bureau de la TUV pour être contrôlée. D'accord.
Et puis je réassemble la moto et il y a un test de roulage en Allemagne aussi. Okay. Et à la suite de ça, j'ai... T'as une homologation de la bécane. C'est ça, à titre unique. Donc c'est possible. Donc c'est possible, ouais. Ah ouais, tout à fait. Et donc en fait, quand tu dis que tu fabriques une bécane de A à Z, donc tu as un moteur et tu fais tout ce qu'il faut autour. C'est ça. D'accord. Moi je fabrique tout le châssis et la partie cycle. Sur certaines machines, je fais des pièces moteur aussi. Oui, d'accord. Mais quand c'est des motos homologuées, par exemple, alors j'achète un moteur homologué, une boîte homologuée, etc., une transmission homologuée pour des facilités d'utilisation. Ah oui, ok, d'accord. Bon, on découvre évidemment en même temps qu'on discute un peu ici ton univers et les motos incroyables évidemment que tu réalises. Est-ce que, bon, pour parler d'un côté un peu pratique, toutes ces motos sont pratiquement avec des cadres, c'est ce qu'on appelle des rigides. Donc pour nos téléspectateurs, un rigide, c'est une moto qui a juste des suspensions à l'avant, qui n'en a pas à l'arrière. D'accord ? Et donc, est-ce que nos routes wallonnes sont vraiment bien faites pour ça ? C'est certainement pas la meilleure des routes, mais c'est pas les pires non plus. Ah oui, d'accord. Pour avoir voyagé un peu partout en Europe et d'ailleurs même aux États-Unis, on n'est pas si mal servi que ça. Toi, tu es vraiment dans un monde Harley, d'accord ? Tu t'es vraiment spécialisé dans cette marque, mais il n'y a pas que ça sur la Terre. Hein. Cette année, en fait, Honda fête un double anniversaire, c'est ses 70 ans d'existence, et les 50 ans de la sortie de la CB 750. On aura l'occasion d'y revenir à cette CB 750 dans une autre émission parce que c'est un anniversaire qui mérite qu'on en parle beaucoup plus longuement. Mais cette moto a révolutionné le monde de la moto en 1969 quand elle est arrivée. Un 4 cylindres en ligne, ça ne perdait pas à l'huile, ça roulait facilement, ça prenait des tours, ça roulait à 180 km/h, il y avait un frein à disque. Ils sont venus bousculer le monde de la moto. Et je vais te faire un peu découvrir ce qui est devenu un peu le monde de la CB, parce que cette appellation existe toujours chez Honda, et on va découvrir la gamme des CB. 2019, c'est une grande année pour Honda, puisqu'en fait Honda a un double anniversaire cette année, c'est-à-dire les 70 ans de la marque, et aussi les 50 ans de la sortie de la CB 750 en 1969. Alors en fait, je me trouve ici d'abord en face de la digne héritière de cette CB 750. Elle a gagné en poids, elle a gagné en volume, mais aussi en puissance. On était sur 65 chevaux à l'époque. Nous sommes là avec la CB 1000R à 144 chevaux. Donc imaginez le bond en avant qu'on a fait d'une manière technologique, aussi bien au niveau des moteurs qu'au niveau des parties cycles, au niveau des freinages, au niveau des pneumatiques. La moto a beaucoup évolué évidemment au cours de ces 50 dernières années. Alors en fait, ici, on est sur du roadster, donc en fait, on est dans la lignée pure de ce qui s'est fait depuis toujours à moto, c'est-à-dire des motos avec un grand guidon, pas de protection et un maximum de plaisir. Honda reste dans cette ligne avec cette moto. On est sur un 4 cylindres qui est doux, qui est souple, qui prend beaucoup de tours et qui envoie évidemment du lourd, puisqu'en fait, cette machine est aussi une héritière au niveau moteur et une partie de la partie cycle de la Fireblade, la CBR 1000RR. Donc on ne peut renier évidemment ses origines. D'un côté on est dans le roadster, d'un côté on est dans le sportif. On est sur une machine performante, on est sur quelque chose d'amusant, quelque chose de rigoureux et quelque chose que Honda sait faire, de bonnes motos. Avec évidemment un niveau de finition qui est en général au-dessus de la moyenne et ici ça le confirme encore. Alors la moto que j'ai essayée est la version CBR 1000 Plus, qui est dotée de quelques éléments de carrosserie qui viennent un peu enjoliver le modèle de base. Et ici, en fait, la version qui est derrière moi est une série spéciale, qui est éditée pour cette année. Il y en aura 40 pour le Benelux, 20 pour la Belgique si mes souvenirs sont bons. Celle qui est derrière moi est le numéro 1. Et cette version est disponible à 14 999 €, au même prix que la version 1000 Plus. Sinon, la CBR 1000 est disponible à partir de 13 499 €. On est dans une gamme de prix d'un gros roadster puissant et bien fini. À qui peut-on la destiner ? Eh bien, en fait, aux conducteurs sportifs qui ont envie d'avoir une machine performante, mais de ne plus sombrer dans le super sport. Alors, à côté de ça, on a essayé sa demi-sœur, exactement sa demi-sœur, puisqu'il y a la CB 500F.
Alors, c'est très intéressant de voir que pour le moment, la majorité des constructeurs se réengouffrent dans la moyenne cylindrée. Pourquoi? Parce que ce sont des motos qui sont aussi une réponse à la mobilité. C'est des motos plus accessibles en termes de prix, plus accessibles en termes de puissance, et donc d'accessibilité et de pilotage, au quotidien en tout cas. Et donc, je ne peux m'empêcher évidemment de faire un match direct entre la Kawasaki Z400 et la Honda CB500F. Alors, on a une petite différence de cylindrée. En termes de prix, pour la Kawasaki, on est à 5 399 € et on est à 5 999 € avec le kit sport qui comprend en fait un petit pare-brise, autocollant de réservoir et le pot à Krapovic. D'un autre côté, chez Honda, on est à 6 399 €. À côté de ça, on est dans quelque chose de relativement similaire, on est dans quelque chose d'anguleux qui, à mon avis, plaira beaucoup aux jeunes conducteurs parce qu'en fait, c'est tout à fait dans l'air du temps et dans la ligne et le design actuel. En termes d'amusement au guidon, j'ai trouvé la Kawasaki un peu plus rageuse et fidèle finalement à son image, parce que Kawasaki a toujours essayé de développer des motos avec une essence bien sportive, et cette Kawasaki Z400 garde cette image et cet amusement. Je l'ai trouvée plus rageuse dans les tours. J'ai trouvé qu'en termes de comportement, les deux motos sont relativement similaires. On a peut-être un peu plus de souplesse de suspension du côté de chez Honda, ce qui rend peut-être la moto un peu plus confortable, un peu moins agressive aussi, mais en tout cas, deux motos qui, d'un côté, peuvent ravir des gens qui se disent à un moment donné, on va se calmer, mais on va toujours garder une moto accessible et amusante, on va retomber dans la moyenne cylindrée. Rappelons-nous qu'il y a, à l'époque de la CB 750, une 750 était parmi les plus grosses motos disponibles. Rouler en 250 ou 350 cm3, c'était déjà avoir une grosse moto. Et donc là maintenant, on revient un peu à l'essentiel, des motos avec moins d'électronique, peut-être plus de fiabilité à long terme, mais ça l'avenir nous le dira. D'un autre côté, on peut aussi se dire que avoir des motos accessibles en termes de prix, de pilotage, d'encombrement, de consommation, c'est aussi un appel à la mobilité. Je crois qu'à un moment donné, il faudra trouver des solutions. Peut-être que ces solutions doivent venir aussi de nous et de se dire à un moment donné, c'est terminé, c'est juste épouvantable ces embouteillages permanents, je vais passer à la moto. Alors bon, d'un côté, si on est très urbain, on peut aller vers le scooter, mais si on est un peu moins urbain en termes d'habitat et de lieu de travail, voilà des motos qui conviennent parfaitement à cette utilisation parce qu'elles peuvent rouler longtemps, pour pas cher, et donner de l'amusement quand on veut aller quand même faire un petit tour le week-end. Donc voilà, en fait, deux philosophies de moto très différentes. D'un côté, on a une sportivité, une agressivité évidemment dans les couleurs où elle est présentée ici pour, entre guillemets, les anciens, ça va nous rappeler beaucoup de choses, mais elle est juste magnifique. Et d'un autre côté, on a quelque chose de plus sage, de plus urbain, mais tout aussi amusant. Et donc voilà, deux motos radicalement différentes. Ici, il est un fait que 144 chevaux entre les jambes, il faut un peu d'expérience pour emmener ce genre de moto, et en tout cas ne pas se faire peur, parce que ça va très très vite. C'est des motos évidemment qui sont déjà bardées d'électronique, avec de l'anti-patinage, avec évidemment tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer une telle puissance à la roue arrière, et d'un autre côté quelque chose d'un peu plus pacifique, on va appeler ça comme ça, dans les moyennes cylindrées, que ça soit pour cette CB500F ou pour la Kawasaki Z400. Donc voilà, CB, grande année. On aura l'occasion d'en reparler parce que dans quelques mois se dérouleront les Bikers Classiques. Et lors des Bikers Classiques cette année, vous savez que j'anime le Lifestyle Village au sein de cette manifestation qui aura lieu 4, 5 et 6 juillet. Donc on y sera relativement vite. Et la CB 750 sera mise à l'honneur parce qu'il faut fêter cet anniversaire d'une moto qui a révolutionné tout l'univers motocycliste il y a maintenant 50 ans. Voilà, donc je vais reprendre un petit café dans cet endroit on ne peut plus chaleureux. Après un petit essai qui a commencé pour la Z400 dans le sud de l'Espagne sous la pluie et qui se termine en Belgique sous la pluie.
Seb, on a un peu parlé de ton univers, on a un peu parlé comment tout ça a démarré, et on va un peu parler d'une moto. Il y a une moto ici derrière qui, moi, m'interpelle parce que c'est une somme de travail complètement dingue. C'est une moto qui appartient à un client, je crois, que tu as réalisée il y a déjà quelques années. Ouais, j'ai commencé en 2008 la moto. D'accord. Et en fait, tu voulais faire cette moto pour le concours AMD dont on a déjà parlé dans cette émission. C'est ça. Pour le concours AMD, donc la manche européenne qui se déroulait à Mainz en Allemagne. D'accord. Et tu as réalisé cette moto, je crois, dans un temps vraiment très court. Oui, bah alors elle n'était pas tout à fait comme elle est maintenant, mais la base en une vingtaine de jours. Ouais. On a 20 jours. débloqué le projet et le budget alloué au projet le 5 mars et on a présenté la moto le 25 mars. T'as pas beaucoup dormi pendant ce mois. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai pas beaucoup dormi. On va un peu détailler cette moto ensemble et tu vas un peu me raconter son histoire. Okay. Bon Seb, voilà la merveille. Hein? Elle a un nom cette moto? Elle s'appelle la Dream Machine. D'accord. Et je crois que tu m'as dit que c'est la numéro 3. Donc c'est ta troisième moto en fait. La troisième construction complète. Ouais. D'accord. La base moteur c'est quoi? C'est un Shovel de 1978. Waouh. 1340. D'accord. Qu'est-ce que tu as apporté comme modification au niveau du moteur? Au niveau du moteur, une révision complète. Une révision complète, mais je veux dire sans agrément particulier. D'accord, ok. On a un échappement dessus qui est un peu antisocial à mon avis. Hein, ouais. Il faut bien s'entendre avec les voisins quand on a ce genre de moto dans son garage. Ça fait pas tant de bruit qu'on croit. C'est vrai? Ok. Bon, elle a des particularités parce qu'en fait, tu as voulu garder un côté un peu old school, comme par exemple ceci, qui est en fait le changement de vitesse. Exactement. Donc, embrayage au pied. Embrayage au pied, ouais, et changement de vitesse à la main. D'accord. Comment détermines-tu, par exemple, un angle de chasse sur une moto comme ça? Ça, c'est l'inspiration est purement esthétique. D'accord, ok. Et on voit après si ça roule. Exactement. Ouais. D'accord, ok. Tout est fait main sur cette moto, en fait. Donc le cadre, c'est une base qui n'existe pas, c'est quelque chose que tu as réalisé de A à Z. C'est ça. Quand on voit la forme hallucinante de ce réservoir, en fait, c'est des tôles soudées. Exactement. Et puis c'est du ponçage et c'est des heures et des heures et des heures de travail. Donc je rappelle quand même que cette moto, tu l'as faite en 20 jours. Oh ouais, mais elle n'était pas comme ça. Hein. Oui, d'accord, mais elle a évolué un peu depuis, j'imagine. D'accord. Ouais, elle a évolué. On voit aussi par exemple cette selle, on la voit ici en détail. En fait, c'est la technique. Comment ça s'appelle? C'est du cuir repoussé. Ah, d'accord. Donc ça fonctionne comment en fait? Tu dessines? On dessine le motif, après on le découpe avec un Stanley spécial. D'accord. Et puis avec un marteau et des emporte-pièces, on met les volumes dans le dessin. Voilà, c'est ok. ça. On met en perspective les pièces, un petit peu comme on règle la focale d'une photo. Et oui, parce que l'image est belle. Et dis-moi, ça roule? Ah, ça roule bien. super. Celle-là, moi j'ai roulé personnellement avec jusqu'en France, à Pécancourt, où je l'avais présenté ah oui. aussi. En partant d'ici? En partant d'ici, ouais. Ah ouais. En fait, cette année-là, on était parti avec 10 motos que j'avais construites la même année. Ouais. Et celle-là que j'avais terminée cette année. D'accord, ok. Il y a, on a quoi comme autonomie? Parce que je ne sais pas, il ne doit pas y avoir grand-chose dans ce réservoir quand même. Alors, il y a 15 litres dans, oui, quand même. Dans le réservoir. Ouais. Mais à mon avis, seulement très utile. Oui, il y a une partie. Oui, tout à fait. Par contre, c'est une moto qui réclame quand même un peu de soin, parce que j'imagine quand on rentre de balade, il y a à frotter là-dessus. Hein. Il y a à frotter, ouais. C'est incroyable. Tu permets que je m'asseye dessus? Vas-y, je t'en prie. Ah ben ça, les gars, c'est quelque chose. Hein. En fait, on croit incroyable. C'est relativement ergonomique. Quoi. Mais oui, parce qu'en fait, voilà, je me mets dessus et c'est naturel. On a l'impression que ce guidon est d'une taille démesurée et finalement, voilà, on pose les bras et franchement, incroyable comme moto. Incroyable. Le choix esthétique des couleurs, ça a été dicté par le propriétaire ou bien c'est toi qui as décidé au début, tiens, on va la faire comme ça? En fait, moi, j'ai carte blanche sur tout. Ah oui, ça c'est comme génial. C'est comme génial d'avoir un propriétaire qui te dit, écoute, vas-y, lâche-toi, quoi. Ouais, c'est super chouette.
Bon, admettons que j'ai envie de l'acheter. Ça vaut à peu près combien une machine comme ça? Ouais, celle-là, elle devrait pouvoir s'échanger aux alentours de 50 000 euros. D'accord. Malgré le temps très court que tu as pris pour la construire, ça correspond à combien d'heures de travail alors? Ouh, ça c'est... je ne saurais vraiment pas estimer, mais il y a des heures de travail. Il y a quand même quelques centaines d'heures là-dessus. Hein. Il y a quelques centaines d'heures. Ouais. D'accord. La peinture ici, bon, je la trouve vraiment magnifique. C'est des choses que tu sous-traites, ça? C'est ça, et donc ça c'est mon ami Didier Delru qui fait toutes mes peintures depuis le début. Ouais, c'est un top boulot avec cet or un peu vieilli comme ça. Et c'est de la feuille. Carrément du stripping, tu crois? Oui, ou bien il fait. Enfin, c'est magnifique. Hein. C'est du stripping, ouais. Mais c'est du stripping à l'aéro. D'accord. Celui-là. Ah ouais. Il en fait aussi au pinceau, mais ça c'est du stripping à l'aéro. Et l'or, c'est de la feuille d'or, comme dans les tableaux. Ouais, donc voilà une moto complètement dingue en fait. Quelle somme de boulot et de créativité en fait. Les constructeurs, ils aiment aussi se laisser un peu aller. On va reparler de Kawasaki et on va parler de la Z400 qui est en fait complètement à l'opposé de la W800 qu'on a découvert tout à l'heure. Donc cette Kawasaki Z400, elle est évidemment dans un design tout à fait contemporain, avec dans la lignée des Z évidemment ces motos avec des lignes très découpées, très incisives et très sportives. On retourne en fait en Espagne. Sacré tempérament cette Z400. En fait elle est tout à fait dans la lignée des Z, de la 650, de la 900, de la 1000, avec son design et sa ligne qui est découpée au scalpel. Elle plaira évidemment à une clientèle jeune. À partir de 5 399 €, vous rentrez dans la famille Z. Alors, cette moto fait 45 chevaux, elle est accessible au permis A2, elle prend 10 000 tours, donc c'est une moto qui est amusante à conduire parce qu'en fait, elle a le tempérament d'une Kawa, elle a le tempérament d'une Z. Au niveau équipement, en fait, elle a les équipements que pas mal de grandes pourraient lui envier, puisqu'en fait, au niveau du tableau de bord, par exemple, elle reprend exactement le même ensemble que la Z650. Au niveau freinage, on a un seul disque évidemment, mais en termes de diamètre, c'est le même diamètre que celui employé sur les Z1000. Donc ça vous donne une idée de la puissance de freinage de cette machine. Elle est amusante, elle est joueuse, parce qu'en fait, elle est légère, elle est fine, elle est courte, et c'est une moto qui est un petit jouet avec lequel on peut s'amuser aussi bien en ville que sur les petites routes. Ce n'est pas une grande routière, on est bien d'accord. Alors à qui est-ce qu'elle s'adresse ? À une clientèle jeune évidemment qui sera d'abord séduite par le design et le fait d'avoir une Z, parce que c'est quand même quelque chose, une Z Kawa. Et puis ensuite, pourquoi pas aussi à une clientèle jeune mais aussi urbaine, qui pourra se déplacer facilement parce qu'elle a un angle de braquage court, elle pourra se déplacer donc facilement dans les embouteillages et dans nos villes un peu embouteillées. Mais aussi peut-être au after parce que c'est une moto qui est accessible à tous les niveaux, en termes de prix, je le répète, 5 399 €, et aussi évidemment en termes de consommation, en termes d'entretien, en termes de changement de pneus. Donc c'est une moto économique, une machine qui permettra aux nafteurs de faire la liaison entre leur domicile et aussi évidemment entre leur lieu de travail en ville. Et là on pourra se dire, voilà, on a une moto économique qui nous permet d'allier plaisir et le côté pratique des choses. Alors au niveau défaut, il n'y a pas vraiment de défaut sur cette moto. Si on la choisit bien pour ce dont elle est conçue, c'est-à-dire l'amusement, la ville et les liaisons peut-être domicile-travail, c'est une moto qui répond parfaitement à ces exigences-là. On peut lui reprocher évidemment de ne pas avoir un pare-brise, mais ça, on le sait quand on l'achète. On peut lui reprocher de ne pas avoir un porte-bagages, on le sait aussi quand on l'achète. Ce n'est pas une moto, ce n'est pas un scooter, donc on est plutôt dans la configuration sac à dos. Donc voilà, moi je crois que c'est une moto agréable qui nous a surpris par ses performances sur les petites routes espagnoles. On s'est vraiment bien amusé à son guidon. Voilà une petite moto super marrante en fait qui est une belle alternative à la mobilité, je crois, parce que c'est des motos pas chères, accessibles et qui permettent de se déplacer dans l'enfer des villes pour le moment avec la circulation urbaine. Je ne sais pas si tu sais, mais à mon niveau évidemment, mais j'adore le trial. J'adore le trial à l'ancienne parce qu'on y retrouve un esprit très gentleman.
où tout le monde est là pour se donner un coup de main. C'est une compétition, d'accord, mais tout le monde s'encourage à faire le meilleur résultat possible. Tu as déjà essayé le trial? Pas du tout, non. Écoute, c'est quelque chose qui, je trouve, devrait faire un peu partie du bagage des motards parce que c'est pour moi une des plus belles écoles d'apprentissage de la conduite d'une moto parce que tout y est. Il y a la technique du regard, la position du corps, le dosage des gaz, de l'embrayage, des freins. Il y a peut-être une chose qui n'est pas dans le trial, c'est la vitesse, mais c'est quelque chose qu'on peut acquérir par la suite. Je vous propose de découvrir un sujet trial vintage et un peu comment se déroule un trial. Je vous emmène à Remouchant pour un trial classique qui s'est déroulé dans le courant du mois d'avril. Vous allez voir, c'est une belle ambiance et un petit bol d'air. La région des Ouailles-Remouchant organise depuis très longtemps des compétitions nationales et internationales de trial. C'est une compétition de trial à l'ancienne à laquelle je vous convie. Cette manche compte pour le championnat de Belgique, mais attire aussi de nombreux pilotes étrangers. Des pilotes allemands, suédois, anglais, norvégiens, polonais viennent se régaler du relief accidenté de la région. Alors, pour participer à un trial à l'ancienne, il faut une machine qui, dans les grandes lignes, doit avoir des freins à tambour avant et arrière, 2 amortisseurs arrière et un refroidissement par air. Ce qui exclut, pour le moment, les machines datant d'après 1985-1990. Après le départ, on se dirige vers les zones par des liaisons appelées interzones. Jusque-là, c'est pas bien compliqué. Mais ces sections font aussi partie du plaisir du trial, de la balade et de la découverte des chemins. Même si parfois certaines interzones ressemblent déjà à des zones, mais cela permet de s'échauffer. Ensuite, quand vous arrivez sur une zone, vous garez votre moto et allez découvrir à pied les difficultés du terrain, les pièges éventuels, l'endroit où poser vos roues et où vous devrez mettre le petit coup de gaz pour vous faire sortir d'un trou ou grimper une côte. Bon, alors le principe du trial, c'est assez simple. Il faut passer dans des endroits déterminés qui s'appellent des zones en ne mettant pas de pied à terre, ou en tout cas le minimum. Un pied, c'est 1 point, 2 pieds, c'est 2 points, 3 pieds, c'est 3 points. Alors un arrêt de progression ou une chute, c'est ce qu'on appelle un échec, et là c'est 5 points. Nous voici au début d'une zone. La zone est délimitée par couleur. Le vert, très facile, l'intermédiaire, le rouge, et le difficile, le jaune. On voit déjà ici qu'il y a 2 traces qui sont déterminées par les couleurs. Le vert passera de ce côté, les jaunes et les rouges passeront de celui-ci. Et donc, les verts, les faciles, passeront par ici, tandis que les jaunes et les rouges, les intermédiaires et les plus difficiles, passeront eux de ce côté. Ensuite, la trace est la même pour les 2 couleurs ici. C'est après que ça se complique. Donc ici, je suis dans le bas de la zone. On va maintenant avoir 2 traces possibles, une pour les rouges en intermédiaire et une pour les jaunes en beaucoup plus difficile. Alors, ici à gauche, c'est la trace des rouges qui vont passer comme ceci et terminer la zone sur la droite, tandis que les jaunes, eux, vont passer, vont enquiller cette roche et les jaunes continuent évidemment, ils montent jusque là au-dessus pour finalement faire demi-tour, revenir le long de l'arbre. C'est là qu'on se rend compte de la difficulté en fait engendrée par les niveaux. Vert, facile, rouge, intermédiaire, jaune, difficile. Et donc voilà, ça c'est la fin de la zone qui est identique pour tout le monde. On a ici les 3 couleurs et on arrive devant la gardienne des clés. En fait, la poinçonneuse, c'est elle qui, sur les indications des observateurs qui sont tout au long de la zone, va déterminer si vous avez 1 trou, 2 trous, 3 trous ou 5. Au final, évidemment, d'un trial, c'est celui qui a le moins de points qui gagne, à l'inverse en général de certains jeux où c'est celui qui a le plus de points qui gagne. Donc voilà, ceci c'est le Saint Graal. Difficulté, vous voyez ça glisse, et là il va falloir faire un demi-tour très serré pour aller chercher cette fameuse marche. Voilà, ceci est l'exemple d'un échec. 5 points malheureusement pour ce concurrent. Donc le jaune, ça devient quand même très compliqué. Et ça, c'est, je vous assure, bien au-delà de mon niveau. Pour ma part, je roule en vert, facile. Les zones sont accessibles, amusantes et pas dangereuses.
même si cela ne m'empêche pas de mettre un pied inutile. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. C'est une question de niveau à chaque fois par catégorie. Oui, d'abord il y a ça, il y a la question de niveau, et puis il faut avoir confiance en fait dans son pilotage, et en ayant confiance dans son pilotage, à ce moment-là, on se surprend à pouvoir faire des choses qu'on ne croyait pas faire. Mais c'est très difficile. C'est dur, techniquement? Techniquement c'est dur, aujourd'hui il fait chaud, donc physiquement on souffre un peu, mais techniquement c'est très dur parce que le trial va à l'inverse de tout ce qu'on fait à moto habituellement. Donc on est tout le temps en contrebalancement, alors qu'en moto en général, on va dans le sens du virage, et ici il faut aller dans l'autre sens. Donc c'est très compliqué techniquement. Et quand on a roulé depuis des années sur la route, eh bien le trial, j'ai mon temps de vous dire que c'est pas facile, mais qu'est-ce que c'est génial. Quel âge? 69, bientôt 70. Et on roule toujours? J'ai jamais arrêté la moto depuis l'âge de 16 ans. Ah ouais. Et ce type de trial le permet? Oui, je pense que oui. Mais moi je prends ça vraiment comme amusement avec des amis, tout ça c'est sympa. Donc j'ai jamais roulé en trial, au départ j'aimais vraiment pas, mais je m'amuse super bien parce que j'ai une bande de copains, voilà, c'est bien. Je vais prendre un gros plan sur la racine. Limite là, hein? Ah ouais, c'était bien. Bien amusé, ça me dit. Voilà, le trial a essayé un de ces jours. Ouais, si tu veux, si ça te tente, t'es mon invité pour un jour faire un peu de trial. Ah ouais, ça me ferait plaisir ça. C'est assez rigolo. Dans l'univers de la moto, dans l'univers du custom, c'est un univers très macho, hein, quand même. C'est un univers de dur et de tatoué, comme on dit. Mais je crois quand même qu'il y a des femmes qui s'intéressent à ça, non? Ouais, il y a des femmes. Bah, dans la culture Harley, il y a toujours eu des femmes, j'ai l'impression, en tout cas depuis que je suis dans le milieu. Il y a même tout un pan du Harley Owners Group qui est dédié aux femmes. D'accord. Ça s'appelle les Ladies of Harley. D'accord. C'est les femmes qui roulent. D'accord. Est-ce que dans ta clientèle, dans la customisation, est-ce que tu as des clientes? Dans la customisation, oui, j'ai des clientes. Pas beaucoup, mais il y en a. Est-ce qu'elles ont les mêmes désirs que les hommes en termes de moto, ou bien est-ce qu'elles vont plutôt sur quelque chose de peut-être, c'est pas une image que je veux donner, mais peut-être de plus esthétique que performance? Oui, en tout cas, moi je pense que la première chose qu'une femme recherche en moto, c'est la sécurité. D'accord. Je veux dire, dans l'accessorisation et dans la customisation, souvent c'est pour les femmes, ajouter tout un tas d'éléments sécuritaires comme des pare-chutes, etc. D'accord. Pour éviter De se faire mal, de se d'abîmer blesser. la Quoi. machine. Ouais, c'est ça. d'accord. Dans un deuxième temps, il y a le cosmétique. Ouais. On rajoute la petite touche glam sur la moto, des paillettes, des petites strass et des trucs comme ça. Ouais. Par contre, au niveau, à des niveaux plus radical, à un niveau plus radical, là les femmes sont beaucoup moins présentes. Déjà pour les hommes c'est très exclusif. Alors Ouais. pour les femmes qui sont en moins grand nombre sur deux roues que nous, mais c'est encore plus restreint forcément mais il y en a. Moi je crois que c'est un mouvement et en tout cas quelque chose qui tend à évoluer. J'ai déjà parlé dans cette émission quelquefois de femmes parce qu'en fait elles ont tout à fait leur place dans le monde de la moto. Et je voudrais bien te parler en fait d'un mouvement qui s'est créé il y a peu et qui a pour but de faire parler des femmes de la moto et de faire prendre conscience aux constructeurs, que ce soit de motos ou aux fabricants d'accessoires,
que les femmes sont là, que les femmes existent et qu'elles aussi, elles ont des besoins. Alors ce mouvement s'appelle le Women Riders World Relay. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est à l'initiative d'une Écossaise. Elle s'est dit, j'ai envie qu'on parle de nous. Elle a créé un mouvement et ce mouvement réunit aujourd'hui 14 000 femmes à travers le monde. Wow. Et elles ont décidé de faire un tour du monde avec le système du relais, comme on fait en athlétisme. Donc il y a un bâton. Dans ce bâton, il y a une feuille sur laquelle chaque participante au relais signe sa participation. Et en fait, elles sont parties déjà depuis environ 2 mois. Le voyage va durer à peu près 1 année sur 80 pays. Et j'ai eu la chance de les accompagner. Et donc, en fait, l'équipe luxembourgeoise est arrivée à Martelange, a donné le relais à l'équipe belge. Et l'équipe belge est partie jusque l'Atonium. Et l'aventure va continuer jusque début d'année prochaine. Alors, c'est sympa parce que, d'abord, en général, les femmes se sentent un peu seules, sauf peut-être celles qui font partie d'un club ou d'un groupe, mais elles croient qu'elles sont seules à rouler, elles ont un peu de mal à trouver des compagnes pour se faire des balades entre elles. Et là, c'est une bonne occasion de prouver que les femmes en moto, ça existe, et qu'elles peuvent se créer un réseau et finalement évoluer, faire des balades, et finalement consommer de la moto et de l'accessoire, ce qui permettra peut-être de changer un peu la vision des choses. Donc je te propose de découvrir ce petit clin d'œil féminin. On va à Martelange et on va retrouver ces femmes, et j'aime autant de vous dire qu'il y a de la joie de vivre. Le WR, vous connaissez? Eh bien, c'est ici que ça se passe. Je suis à Martelange, en fait, dans la célèbre rue où toutes les stations se trouvent. Et aujourd'hui, en fait, c'est le départ d'une des étapes du WR. Alors, le WR est une association de femmes qui ont décidé de faire parler d'elles et de faire parler du monde de la moto en organisant un tour du monde avec un passage de relais, comme en athlétisme. Alors, nous sommes au jour 61. Et je vais vous faire partager un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, malgré une météo qui n'est pas radieuse. Elles sont courageuses puisqu'elles sont plus d'une centaine aujourd'hui à s'élancer de Martelange jusque l'Atonium de Bruxelles. On leur souhaite beaucoup de courage et on va rencontrer quelques-unes d'entre elles qui ont bravé les éléments pour faire de cette journée une vraie réussite. Else, bonjour. Bonjour. Quelle journée incroyable. Ah oui, aujourd'hui c'est le WR, qu'est-ce que c'est? C'est une bande de femmes qui veut montrer au monde qu'on existe, qu'on est là, qu'on aime bien rouler en moto et que c'est notre passion et qu'on est égal à tout le monde, hommes-femmes, et qu'on veut s'amuser. D'accord, vous voulez vous amuser, mais il y a quand même un but à cette organisation. C'est, je crois, de faire comprendre aux constructeurs de motos et d'accessoires que vous existez. Oui, absolument. Ouais. Parce qu'il y a quand même, il y a des vêtements et des trucs pour les femmes, mais déjà pas assez. Oui. Et beaucoup de fois c'est trop orienté fifi, là, tu vois, le genre brillant, mauve, pink. Ouais, ce n'est pas mauvais, je dis pas les femmes ne peuvent pas mettre ça, c'est chouette pour ceux qui l'aiment, mais il y a quand même beaucoup d'autres gens aussi. Bien sûr. Des gens qui roulent beaucoup et qui veulent du matériel qui est vraiment adéquat et qui est d'une bonne qualité, qui nous protège. Ouais. Ça ne doit pas être joli, mais ça doit protéger comme il faut, quoi. Okay. Dorothée, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, en fait, tu assistes au WR partie belge. Oui. Et comme tu vois, il y a énormément de femmes là, qui sont déjà là. Mais c'est quoi le WR? Alors, le WR, en fait, c'est un bâton qui est parti d'Angleterre et qui fait un tour du monde. Exactement. Ouais. Et ce bâton va faire le tour du monde pendant 1 an. Ah ouais. Et dans le but en fait d'attirer l'attention du monde des équipementiers, du monde de la moto sur les femmes. D'accord. Sur les femmes en moto, parce qu'on est souvent oubliés, je t'avoue. Et ça, c'est un peu triste. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans les étals des motocistes, il n'y a pas grand chose pour vous. Bah non, c'est souvent 2 tiers vous, 1 tiers nous et encore quoi. Ouais, un quart nous souvent. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas que ça en fait, parce que je crois qu'il y a aussi le fait de vous retrouver. Vous connaissez toutes? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, ça, c'est génial. Voilà, moi je viens de rencontrer plein de femmes. Je pensais être une des seules femmes à moto en Belgique. Du monde. J'exagère un peu, mais non, mais je t'avoue que je roule souvent seule, donc je connaissais pas du tout justement les femmes à moto. Et là, c'est génial parce que du coup, ça a permis de rassembler plein de femmes autour de ce monde-là, et c'est super chouette de rencontrer plein de gens, autant du nord que du sud en plus. Donc, t'as pas de barrière de la langue, tout le monde se parle, tout le monde se rencontre. Ouais, c'est la moto, et ça, c'est vraiment super relaxant, c'est chouette. Eh bien, c'est un truc que
sans fausse modestie, on a découvert aussi, nous, à l'époque, on se retrouvait entre potes, tiens, tu fais quoi, tu roules en moto? Et je comprends tout à fait le frisson que vous devez ressentir, et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Alors, comment ça va se passer maintenant? Je vois qu'il y a une sorte de rassemblement qui se met en place. Tout à fait. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, d'ici 1 heure à peu près, on va accueillir le groupe luxembourgeois, donc qui a fait la partie Luxembourg. Et il va y avoir le passage de relais, donc le passage du bâton. Tu sais comme, exactement. Tu sais comme en athlétisme, tu as un bâton qui se passe d'équipe en équipe. Et ben nous maintenant on va recevoir le bâton et on est parti pour 3 jours de relais. Et c'est elle qui va le porter? C'est elle qui le porte et l'idée c'est quand même que pendant le trajet en fait on se le passe. Ah oui, d'accord. Que tout le monde puisse un peu le toucher, le porter. Et je sais pas si tu sais mais dans ce bâton là en fait quand tu l'ouvres, tu déroules, il y a une feuille et chaque participant a pu signer. Et ça va être comme ça pendant 1 an. Ah ouais, c'est génial. C'est hyper chouette. C'est vraiment enthousiasmant. Écoute, moi je suis super enthousiaste, je suis pas aussi fou que vous parce que je vois bien que vous êtes comme ça, c'est vraiment top. Moi je te souhaite plein de belles rencontres, merci. Plein de kilomètres de bonheur. Merci Dorothée. Avec plaisir. Allez, excellente journée. À toi aussi. Ciao. Merci. Ici, voilà le bateau. Ah, ok. Le bateau. Yes. Dan moeten we nog meer. We gaan beginnen. Le voyage a commencé le 27 février à John O'Groats en Écosse. Et puis la traversée, maintenant on est jour 61, je crois. Voilà. Donc, ça fait 61 jours qu'elle traverse l'Europe. Avec Colette. Avec Colette, qui est là depuis le début. Dès jour 1. On a reçu le bâton hier en Allemagne, à Bollendorf. Un groupe qui ont roulé parmi tous les temps, je crois. Ils ont eu des super temps les premiers 2 jours et puis des averses affreux, les derniers 2. On a mangé tous ensemble et puis ce matin très tôt, on est parti du côté luxembourgeois de Bollendorf. On est descendu jusqu'à Remich, on a fait une petite halte, on était très bien accueillis avec du café et des croissants. Puis on a remonté jusqu'à Burscheid, on a visité le château de Burscheid. On a très bien mangé de nouveau parce qu'on dépense quand même de l'énergie dans des conditions pareilles. Et voici, Nicole a rentré le bâton en Belgique où ça va continuer. Ja, there we go. Dat is zeker dat je het ja, heel zeker. Succes. Kijk, dank je. Jullie gaan een beetje opzij, dat op de weg zetten. 3, 2, 1, ja. 3, R, 3, R, 3, R. Dank je wel. Notre rassemblement, c'est le premier, j'espère qu'il y en aura d'autres et la pluie ne nous effraie pas. Voilà. Vive les femmes! Oh, c'est une grande aventure, on rencontre des dames de toutes sortes de pays, c'est phénoménal. Bon, Nathalie, on se connaît, on s'est déjà rencontrés, on a déjà parlé des femmes et on a déjà parlé de la moto. Et tu gères, entre guillemets, un groupe de copines, de femmes, et vous faites de la moto ensemble le plus souvent possible. Et vous êtes ici aujourd'hui pour le WR. Ça va? Pas trop mouillé? Si, donc je veux dire, on a superposé les couches comme la lasagne, mais bon voilà, on est trempé. Mais bon, on a de l'entrée, on a très très bien roulé. Marianne a fait l'ouvreuse, super. Bravo, super. On a fait une petite pause à Esch-sur-Sûre et alors là, tout excité d'arriver et de rencontrer toutes les autres femmes qui roulent à moto. Voilà. Donc il y a aujourd'hui évidemment plein de nouvelles copines, j'imagine, parce que c'est des filles que vous ne connaissez pas. Donc vous allez faire connaissance, vous allez faire un bout de route. C'est quand même génial parce que moi j'en ai croisé quelques-unes aujourd'hui qui m'ont dit écoute, j'étais persuadée d'être pratiquement la seule femme de Belgique à rouler à moto. Mais en fait, c'est toi qui m'as parlé du mouvement et puis j'ai commencé à un peu regarder. Et puis alors quand on voit l'engouement au cours des semaines et même des jours, les dernières 24 heures, c'est terrible. Et puis ce qui est génial, c'est qu'on reçoit des vidéos, des contacts de filles d'Asie, des États-Unis, d'Europe, d'Italie, et tout le monde est là avec ses petits mots d'encouragement, tout le monde met ses photos, et puis voilà, et puis alors elle, c'est vraiment été notre booster, motivatrice. Alors elle, plutôt que de prendre des photos. Ah oui.
Oui, en plus, c'est la Tu vas venir avec nous. Donc voilà, des nouvelles copines. Voilà. Je suis bien content. En fait, ça, c'est quand même pas mal. Voilà, et en tout cas, plaisir, super hein. parce que tu nous as vraiment donné la niaque et nous donné cette envie de venir. Et ça, Ah bah, je suis content. tu as créé vraiment, c'est vraiment un mouvement fédérateur de la fille à moto. Et puis on se rend compte, on croit qu'on est seul comme fille à moto, puis on se rend compte que finalement, on est beaucoup. Bon, Seb, voilà une bonne nouvelle, des clientes en perspective. Ouais, j'espère que ça va se développer. Oui, il y en avait quand même quelques-unes qui étaient en Harley. J'en ai vu pas mal avec aussi des nouvelles Indian. Voilà, je crois qu'il y a du potentiel en tout cas. Et je leur souhaite beaucoup de succès parce que l'initiative, je trouve vraiment sympa. Bon, vous vous souvenez, le mois dernier, j'avais lancé un concours pour gagner un casque. Eh bien, je peux vous annoncer en fait que c'est Michel Gillis de Warem qui a gagné ce casque. Je me mettrai évidemment en contact avec lui dans les prochains jours afin de lui remettre son prix et on découvrira Michel lors de la prochaine émission. Félicitations Michel. Bon Seb, on arrive tout doucement au bout de cette émission. On a découvert ton univers, on a découvert où tu vis, ton garage, l'ambiance que tu lui donnes. Super sympa, très Harley mais très sympa. Si les téléspectateurs veulent un peu se rendre compte de ton travail, sans venir spécialement chez toi, on peut leur donner un rendez-vous. Ce sera le 5, 6 et 7 juillet au circuit de Spa-Francorchamps, lors des Bikers Classiques, dans le Lifestyle Village, où tu es là, pardon, excuse-moi, tu es là comme chaque année, tu es un habitué. Hein. Absolument. Et donc, cette année, en plus, tu nous fais le plaisir d'agrémenter un peu le village, parce que, outre tes productions, je t'ai demandé un petit coup de main, en fait, pour demander à tes clients de venir exposer leurs motos, parce que j'aimerais faire un anniversaire lors des Bikers Classiques. C'est les 50 ans du film Easy Rider. Et je trouve intéressant de pouvoir montrer un petit peu ce que ce film a engendré comme descendance depuis 50 ans. Et le chopper n'est pas mort. Exactement. Donc moi je te souhaite évidemment plein de boulot, hein, plein de belles réalisations comme tu le fais maintenant. Et moi je vous donne déjà rendez-vous au Bikers Classic. On aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine émission avec un rendez-vous qui sera un peu plus consacré. Donc voilà, nous voici au terme de cette émission numéro 14. Je vous donne évidemment déjà rendez-vous pour la numéro 15. Il y aura quelques surprises de taille. Nous aurons des essais attendus, comme cette Yamaha 700 Ténéré et sa principale concurrente, la KTM 790R. Il y aura d'autres surprises, ça je ne vous en dis pas plus parce que nous aurons une exclusivité que j'aurai la joie de vous faire partager. D'ici là, bien écoutez, merci d'être fidèle au poste, merci de continuer évidemment à liker l'émission, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Merci de continuer à vous abonner, le nombre d'abonnés augmente de mois en mois et ça c'est parfait, ça donne de la crédibilité à l'émission et ça me permet de la continuer. Merci aussi de vos commentaires, j'en ai besoin pour continuer à grandir et essayer d'affirmer cette émission en termes de qualité. Donc rendez-vous dans un mois et d'ici là, gaffe sur la route.
J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait.